Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour David. Économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Compliqué pour les économistes aujourd'hui quand même, parce qu'on a et c'est ce qui occupe aussi les marchés, l'ampleur du ralentissement économique à la fois mondial, mais aussi évidemment sur l'économie américaine. Et d'ailleurs, c'est une des rares fois où on sent que c'est ce qui se passe dans le monde qui influe sur les Oui, vous avez États-Unis, raison. alors que pendant très longtemps, on se disait, ah là là, si les Américains ralentissent, c'est mauvais pour nous. Là, pour le coup, on a une proposition qui est inversée. Et c'est vrai que c'est pas facile d'y voir clair, hein, avec tous ces signaux contradictoires entre un taux de chômage, enfin une création d'emplois qui se tiennent quand même bien aux États-Unis, des indicateurs d'activité ou d'enquête auprès des chefs d'entreprise, ISM manufacturier, 2 mois dans le rouge sous la ligne de flottaison en récession manufacturière. Au niveau des services, c'est quoi? Ça ralentit comme jamais depuis 3 ans. Pas facile d'y voir clair pour vous, hein. C'est rare que ça soit très facile d'y voir clair Non dans la mais, conjoncture mondiale, ouais. d'une manière générale. Donc on se dit Alors, quoi? vous aviez raison initialement, c'est-à-dire que sur les 5 dernières récessions mondiales, elles sont parties des États-Unis. Ouais. Là, on s'inquiète plus sur un phénomène global qui est lié quand même à l'émergence de nouvelles tensions protectionnistes il y a 18 mois environ. Et C'est pas aussi puis, un cycle économique qui s'étire depuis longtemps et qui doit bien à un moment donné s'essouffler un petit peu aussi. ouais, mais Tout là, ça étant catalysé vous voyez, ça, non, c'est pas tellement sur les facteurs endogènes que les risques sont les plus importants. Parce que fondamentalement, la dette a très fortement augmenté, mais fondamentalement, s'il n'y a pas de choc exogène, elle est à peu près soutenable compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Il n'y a pas de bulle d'actifs sur les deux classes d'actifs les plus dangereuses que sont les actions et l'immobilier résidentiel dans les 3 zones systémiques que sont les États-Unis, la République populaire et la zone euro. Vous n'avez pas de risque d'inflation, vous n'avez pas de surinvestissement, comme à la fin des années 90. Vous voyez, on n'a aucun clignotant qui vraiment est au rouge au final. sur le strict plan macro, Macro. on peut même dire qu'il n'y a pas de choc pétrolier, il y a une certaine Ouais. forme de résistance des profits, vous avez des politiques monétaires dans l'ensemble plutôt préventives, Ouais. et vous avez même des relances budgétaires en Asie Ouais. qui viennent d'émerger, en Inde particulièrement, en Indonésie, en Corée, en Thaïlande, etc. Donc le Donc, freinage qu'on a en cours en ce moment au niveau mondial et américain, c'est lié à ce cumul de facteurs géopolitiques qui hypothèquent et qui. oui, absolument, et c'est, par exemple, si on prend la période de l'an dernier, avant la correction, la grande correction Ouais. de septembre-décembre, qui avait commencé fin septembre, c'est-à-dire à peu près maintenant, on ne peut pas dire que les risques se soient améliorés. Par exemple, les tensions commerciales se sont plutôt matérialisées par des augmentations effectives de droits de douane à l'encontre des exportations chinoises vers les États-Unis. L'Iran, ça ne s'est pas amélioré. Brexit, ça ne s'est pas amélioré. En plus, il y a d'autres sources de risques, que sont Hong Kong, par exemple, qui est un nouveau risque géopolitique, alors qu'on ne sait pas bien pricer, etc., qu'on ne sait pas bien évaluer, mais c'est objectivement un facteur de risque. Et puis, il y a deux facteurs de risque politiques aux États-Unis qui sont nouveaux, qui sont et qui s'auto-entretiennent. C'est la procédure de destitution contre Ouais, le on en président parle. américain Ouais. et l'émergence très forte depuis 3 mois environ d'Elizabeth Warren dans les sondages aux États-Unis. On va en parler de ça, mais juste si on reste encore une fois sur, on se dit quoi sur le freinage en cours? Est-ce que de l'économie mondiale, on se dit qu'il n'y a rien d'alarmant parce que finalement, si chaque hypothèque géopolitique est levée derrière, ça repartira, ou on se dit on est sur peut-être un point de tangence où là maintenant il faudrait arrêter que ça se dégrade? Il faudrait mieux que, je trouve qu'aujourd'hui le temps presse pour les accords, pour l'accord commercial, pour les décisions de politique monétaire, politique budgétaire. Il ne faudrait pas trop attendre. Car là, si je prends le troisième trimestre, on est sur autour de 1,5% de croissance aux États-Unis. Ah, ou un on est petit passé peu de plus. 3 au premier à 1,5 au Voilà, troisième, la hein. zone euro, on se tient entre 0,5 et 1. Il faut dire que Mm, l'Allemagne et l'Italie sont autour de 0. mm, Sur la République populaire, on est moins de 6. On est à 5, 6, ouais, 5, 7, 5, 8, malgré toutes les mesures de relance qui ont été prises depuis ouais. maintenant presque 15 à 18 mois. Donc vous Donc on n'est tirez le signal pas... d'alerte ou pas? Ah là, oui, il y a quand même une situation un petit peu plus préoccupante. Alors, il y a des signes de stabilisation par Alors, ailleurs, hein. Voilà, où ça? bah, les indicateurs. Les Ouais. indicateurs macro globaux, Lesquels? le PMI manufacturier global, par exemple, Ouais. Au l'indice des niveau mondial? directeurs. Oui, au niveau global, il s'est Ouais. stabilisé sur les 2 derniers mois. En Chine, vous avez la production, la consommation d'électricité, les importations de matières premières, l'immobilier qui se stabilise. Donc vous avez des sources de stabilisation, hein, voilà. Mais c'est fragile.
C'est fragile, c'est indéniablement fragile. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que depuis 18 mois, avec ce gros ralentissement manufacturier qui est principalement, pas exclusivement, mais principalement lié aux tensions protectionnistes, il commence à se diffuser un peu plus vers le reste de l'économie. Eh ben, c'est Parce ça. que le secteur manufacturier, c'est pas grand-chose, si vous voulez, au niveau global, dit Au comme niveau aux ça. États-Unis américains, c'est 12% du PIB. Non, c'est 10% du PIB et 8, Ouais, 10 ou 12. enfin bon, oui, Ouais. c'est 8,5% de l'emploi. Au début des années 50, c'était plus de 30. Mais Donc, le vous voyez, risque, c'est d'avoir une propagation justement voilà, de tout ce qui est manufacturier au reste de l'économie, au service. exactement. Et c'est ça le vrai souci aujourd'hui. Et le La vraie souci, crainte, elle est c'est là. que, et on peut le voir ça, vous avez la composante emploi du PMI, de l'indice des directeurs d'achat de market, au niveau manufacturier, ça c'est évident, mais aussi au service. Ça baisse fortement. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, ça baisse très nettement. Il y a donc une diffusion. Mais au niveau global, Au niveau global, les créations d'emplois sont toujours positives, mais moins positives qu'il y a 6 mois, qu'il y a 12 mois, etc. Donc vous voyez, les augmentations de salaire sont moins fortes qu'avant. donc Même ce aux risque de États-Unis, propagation, encore une fois, il est manifeste, il est réel, hein. il est manifeste et il faut parvenir assez rapidement à des décisions publiques de nature à stabiliser les choses. La décision publique principale, c'est un accord minimal, même s'il est transitoire et partiel, entre les États-Unis et la Chine. Et il faut que les politiques monétaires continuent leur action accommodante. Je pense que la Réserve fédérale baissera ses taux à la fin du mois. La Banque du Japon également. Ouais, mais c'est intéressant parce que pour la Fed, encore une fois, c'est pas facile. C'est un casse-tête pour la Fed d'avoir, encore une fois, des créations d'emplois. On est combien? 140 000 le mois dernier. Alors vous me direz, c'est moins que les 220 000 sur l'ensemble de l'année 2018, c'est moins Ah que oui. les 160 depuis le début de l'année, mais quasiment 3% de croissance des salaires. C'est pas facile, encore une fois, pour elle, parce que cette bonne surprise qu'on a eu vendredi, ça entretient un petit peu l'incertitude sur l'ampleur du freinage américain. Donc c'est pas Non, facile parce que pour c'est un elle. indicateur retardé, les créations Ça c'est vrai, ça d'emplois. c'est vrai. Ça. Donc les salaires, pareil. Donc, Donc vous si êtes vous comme les voulez, marchés. Vous, pour vous, à 70%, l'avantage de la la Réserve baisse de taux, fédérale là, par en octobre, rapport c'est fait, à, hein. par rapport à la BCE dans l'ensemble des 20 dernières années, c'est qu'elle est beaucoup plus proactive. Elle n'attend pas que les choses se dégradent. Vous voyez le comportement des Allemands aujourd'hui, du gouverneur, du président de la Bundesbank, qui attend vraiment Ouais. que la situation soit complètement dégradée, qu'on soit complètement en récession, ou même Angela Merkel qui attend qu'on soit complètement en récession avant de se remuer. Et bien, il est bien évident que ce genre d'attitude n'est pas efficace. Aux États-Unis, on est plus efficace. Ouais. Vous parlez d'Elisabeth Warren, Jean-Pierre Petit. C'est Oui. intéressant parce qu'elle monte beaucoup dans les sondages. C'est un peu la sensation de ces primaires démocrates. Dans un sondage important, apparemment, elle a même dépassé Oui, Joe Biden. Voilà. Et on se dit quoi? Elle est coriace pour Trump. C'est une candidate à supposer qu'elle soit désignée parce que certains disent voilà, son positionnement, c'est bon pour gagner très à gauche, très socialiste. C'est bon pour gagner la primaire, mais après, derrière, ça pourrait lui aliéner le vote centriste qui est crucial, qui sera crucial face à Trump. On va voir. Je ne suis pas aussi convaincu que vous de cela. C'est vrai Moi, que je suis convaincu de rien, moi, non, mais je relaye. que ceux qui prétendent ça. Ouais. Parce que pour la première fois depuis 1972, on va voir un candidat très à droite pour le Parti républicain et très à gauche pour le Parti démocrate. Très Alors, clivant. les gens se réfèrent souvent à cette élection. C'était Nixon contre McGovern. Il y a eu 23 points d'écart entre les deux. C'est le 4e plus gros score de l'histoire américaine. Et en 1 heure, on savait que Nixon était élu. Et donc les gens ont ça en tête, ils se disent, si les démocrates présentent un candidat très à gauche, il va se faire battre. C'est pas si évident que ça, parce que, il y a un rejet de Trump assez fort quand même, et puis il y a une montée des idées de gauche, chez les jeunes en particulier. Et en plus, Elizabeth Warren a un avantage, c'est qu'elle est relativement jeune, pas tellement en âge, encore que ce soit la plus jeune des quatre, puisqu'elle a 70 ans, mais elle est relativement novice en politique, puisqu'elle a été élue au Sénat pour la première fois en 2012, alors que les 3 autres sont quand même soit connus, soit très anciens. Ouais. Et candidate démocrate, moi je pense qu'elle a de bonnes chances. Pourquoi? Parce que, Biden, d'abord, c'est un boring guy. Enfin, je veux dire, il n'est pas très charismatique. Ensuite, il n'est pas tout blanc dans l'affaire du Yukon Gate. Ouais. Et troisièmement... Mais le vrai sujet, c'est pas tellement la primaire. La primaire, c'est vraiment face à Trump. Est-ce qu'elle fera le poids? Non, mais si, parce que on va désigner d'abord le sûr, candidat ou la candidate oui. démocrate, et ça va C'est démarrer... une vraie menace pour vous, pour Trump, d'avoir. Parce que, encore une fois, elle propose quoi? En gros, c'est-à-dire- elle propose la taxation en gros, des grandes fortunes, la création d'une assurance santé universelle. Donc voilà, on a dit positionnement très à gauche. Elle dit clairement on veut réparer un système qui aujourd'hui a abandonné la classe moyenne, qui profite qu'aux riches. C'est ça qu'elle dit. Et on se dit que Oui, sur le elle constat, s'adresse aux classes- il est juste. Mais est-ce qu'elle peut gagner avec ce positionnement-là par rapport au vote centriste, encore une fois, qui Et par fait rapport- l'élection américaine? Ouais, alors d'abord, je pense qu'elle a une bonne probabilité de battre Biden. Pourquoi? Non seulement parce qu'elle l'a battu, enfin, il y a certains sondages qui montrent qu'elle est au-dessus, mais surtout parce que Sanders, qui est encore là, va probablement,
En plus, il a des problèmes de santé, mais indépendamment de ça, il va probablement se désister en faveur de Warren. Et si vous additionnez les voix de la gauche démocrate par rapport à Biden, ça dépasse assez largement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, elle répond quand même à des préoccupations nouvelles. Bon, l'explosion des inégalités, ça je suis désolé, mais c'est une réalité. Si vous voulez, aujourd'hui, 1% des patrimoines les plus élevés aux États-Unis possèdent 40% de l'ensemble. Il y a 40 ans, au moment de l'élection de Reagan, en 80, c'était un peu plus de 20%. Si vous prenez le revenu brut, aujourd'hui, 1%, c'est 20% des revenus bruts globaux. Il y a 40 ans, c'était un peu plus de 10%. Donc vous voyez, ça a quand même assez nettement explosé. Et les classes moyennes inférieures sont quand même sensibles à ce thème. Sur le plan du protectionnisme, de la défense de l'industrie américaine, elle est à peu près, elle est moins brutale évidemment. Sur la forme. Mais sur la forme, mais sur le fond, elle ne remet pas en cause l'attitude de Trump. Et même, elle est favorable à l'utilisation du dollar comme arme. Vous voyez, donc elle est très interventionniste. Alors après, peut-être qu'elle recentrera aussi son discours. Une fois passé le... Parce que là, c'est vrai que quand vous additionnez tout, doublement du salaire minimum, ISF à 50 millions de dollars, augmentation des droits de succession, augmentation des cotisations sociales pour ceux qui gagnent plus de 250 000 dollars. Vous avez également hausse du taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 28% pour les entreprises qui font plus de 100 millions de profits, démantèlement des GAFA, retour au Glass-Steagall Act pour les banques, c'est-à-dire une réglementation très contraignante, celle des années 30, interdiction du fracking pour le pétrole de schiste, Medicare for All, c'est-à-dire assurance santé pour tout le monde, remboursement des prêts étudiants, développement de l'école, logement social, enfin effectivement. Et donc elle peut gagner avec ça ? Pardon ? Elle peut gagner avec ça, à supposer qu'elle ne recentre pas un peu son discours ? Moi, je pense qu'elle va recentrer son discours. De toute façon, quand vous êtes très à gauche et que vous vous représentez dans toutes les démocraties occidentales, un peu vers le centre de gravité. Elle parle bien, elle s'exprime bien, elle est convaincante. C'est pas pour rien qu'elle a monté quand même dans les sondages. Elle est novice en politique. Elle est donc pas tellement entachée par les différentes casseroles que pourrait avoir un Biden, par exemple. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne probabilité pour qu'elle soit candidate démocrate. Et puisqu'on parle des démocrates, avant de parler des marchés, juste, ils ne relâchent pas la pression sur Trump, encore une fois en vue, on l'a compris, d'une mise en œuvre d'une procédure d'impeachment, de destitution. Sauf que pour l'instant, la Chambre des représentants, pour le coup, même s'ils ont voté, ou s'ils votaient sa mise en accusation, le Sénat est encore entre les mains de Donald Trump. David. Il faut qu'il soit lâché par 20 sénateurs républicains. Donc on se dit que Trump ne sera pas destitué et qu'on parle pour rien dire là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur Nixon, ça peut polluer la fin de sa présidence. D'abord, ça peut polluer indépendamment du fait du déclenchement de la procédure elle-même. C'est-à-dire, on va beaucoup en parler. Et ça peut risquer d'entacher sa popularité auprès des électeurs républicains, bien évidemment. Il n'a que 42% d'approbation. Et tout tient d'ailleurs, à la situation économique. Les 42%, ça tient à la situation économique et au chômage. Donc il n'a pas intérêt à aller un cran plus haut dans la guerre commerciale. Et voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, je vais juste vous donner un élément historique. De toute l'histoire américaine, depuis qu'on a des statistiques, depuis le milieu du 19e siècle, il n'y a qu'un seul président qui ait été réélu dans un contexte de récession. C'est William McKinley en 1900. Et encore, c'était tout à fait particulier parce qu'il avait gagné la guerre contre l'Espagne en 1898. Donc voilà. Si vous vous représentez dans un contexte de récession, quelle que soit votre qualité, même Bush senior, qui était un bon président, vous vous plantez. Et ça, il le sait. Donc il a intérêt. Alors ceci étant, ça le fragilise parce que la conjoncture, là, quand même, se dégrade un peu. On n'est pas en récession et je ne pense pas qu'on y va, mais elle se dégrade un peu. Donc s'il est en plus fragilisé par le processus de destitution, ça rend l'hypothèse Warren objectivement plus forte. Bon, on parle un peu des marchés maintenant avec vous, Jean-Pierre Petit. On est 3 trimestres exceptionnels, effectivement, sur les marchés actions. Octobre a démarré de façon un peu plus heurtée, ça on l'a compris, on l'a largement chroniqué ici. Est-ce qu'il y a des raisons objectives que ça aille plus haut, avant de refaire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a un an ? Plus haut. Il y a des raisons objectives que ça aille plus haut, honnêtement. Plus haut par rapport au niveau actuel ou par rapport au CAC 40, le niveau actuel du CAC 40. Qu'est-ce qu'on a comme carburant pour que ça aille encore plus haut aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait ? Que la conjoncture arrête de se dégrader, que les banques centrales en fassent encore plus ? Et là, on se dit que c'est vachement simple si le marché monte avec ça. C'est la politique monétaire. La politique monétaire, vous savez, ça, quand on me dit c'est sain, pas sain, le problème, nous avons des économies ultra endettées et ultra financiarisées. Donc, de toute façon, ce n'est pas artificiel, la politique monétaire.
Quand la politique monétaire devient plus expansive, elle permet au marché d'actifs risqués de remonter et d'assurer la soutenabilité de la dette. Sinon, c'est la récession automatique. Et d'ailleurs, donc, c'est ce qui a failli se passer l'an dernier quand il y avait un resserrement des politiques monétaires en 2018. Donc là, vous écoutez, le bull market n'est pas mort? C'est-à-dire que... Je pense que le bull market n'est pas mort, simplement les perspectives de rentabilité sont beaucoup plus faibles qu'antérieurement. Vous savez, ce marché haussier qui a 10 ans et demi, puisqu'il a démarré le 9 mars 2009, il est beaucoup plus sain qu'on ne le dit généralement. Il y a une règle simple dans tous les marchés haussiers de l'histoire américaine, depuis qu'on a des statistiques grâce à Bob Shiller, qui remontent aux années 1870, on a eu 33 marchés haussiers. Eh bien, il y a une règle simple, c'est qu'en deuxième partie de cycle boursier haussier, vous gagnez moins qu'en première, sauf s'il y a des bulles, comme en 21-29 ou en 87-2000. Ce marché-là, entre le 9 mars 2009 et le 9 mars 2014, les 5 premières années, vous avez gagné 177% sur la bourse américaine. Et sur les 5 années qui ont suivi, jusqu'au 9 mars 2019, c'est à peu près le niveau actuel, vous n'avez gagné que 46%. Donc, il est très sain. Il est assez cher. Donc le marché haussier, ce marché est sain. Il est sain, simplement, il est soumis à risque. Et les risques actuellement, ils sont plutôt de nature exogène. Là, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de protection. Je pense que l'environnement global, là, avec l'augmentation des risques, je vous ai parlé, par rapport à l'an dernier, on a Hong Kong, et puis surtout, on a destitution de Trump plus Elizabeth Warren. Ça fait beaucoup pour le marché. Donc, à court terme, nous sommes très prudents. Et donc, nous considérons qu'il y a matière à ce que la consolidation qui a démarré, 5% environ, elle puisse se poursuivre. Mais, avec un mois d'octobre qui est, encore une fois, évidemment, dans l'histoire, les mois d'octobre sont compliqués, voilà. En 29, en 87, avec la crise de 2008, et la correction d'il y a un an qui a démarré effectivement fin septembre, début octobre. Ça ne veut pas dire que le mois d'octobre, on perd plus, mais ils sont plus volatiles, donc pour vous, la prudence s'impose? À très court terme, oui, la prudence s'impose. Je pense que le marché haussier n'est pas terminé, je pense que les perspectives de rentabilité sont plus limitées qu'avant, tout simplement parce que la croissance des bénéfices par action sera très faible, parce que la croissance est plus faible, parce que la valorisation du marché américain, je ne parle pas du marché européen, du CAC 40, tout ça, mais c'est lui qui compte, elle est quand même au-dessus de la moyenne. Le potentiel des marchés qui sont chèrement valorisés et des profits futurs qui sont revus à la baisse, comment on peut se souvenir que le marché peut monter encore avec ça? Vous savez, les profits ont été revus à la baisse cette année et pourtant le marché a monté. Les analyses... C'est sain ça? Mais sain... pas de morale, pas de... Mais vous savez, on pourrait faire tous les cycles boursiers possibles et imaginables, mais le soutien principal, il est venu de la politique monétaire. Et à mon avis... Et c'est ce qui a cassé il y a un an d'ailleurs le cycle boursier. Exactement. On s'en souvient, il faut se remettre dans le contexte. La politique monétaire a été excessivement restrictive l'an dernier. Et d'ailleurs, Trump avait raison de secouer le cocotier auprès de Jay Powell. Surtout qu'il y avait des risques qui montaient et qu'il y avait un ralentissement. Là, cette année, la grande différence par rapport à l'an dernier, il y en a d'autres, mais la grande différence, c'est que les politiques monétaires dans le monde sont très expansives. Voilà. Et elles vont rester. Et donc c'est ce put-là, ce Fed put, quoi, ce BCE put, qui fait que, comme les banques centrales sont là... C'est pas que le BCE put. Vous avez, elles sont là et donc il y sur le troisième trimestre, vous avez 18 banques centrales qui ont baissé leur taux dans le monde, parmi celles qui comptent le plus. Et c'est pas fini. C'est pas fini, même pour la Réserve fédérale et je pense, même pour la BCE, pour la Banque du Japon, où les taux d'intérêt sont déjà négatifs, pour la BCE. Et donc c'est tout bénef pour les marchés actions? C'est tout bénef. C'est pas ça qui va suffire en soi. Si vous avez un minimum de socle de croissance, si vous croyez à un accord minimal, mais solide, entre les États-Unis et la Chine. Je n'arrive pas à savoir qui entre les deux a le plus intérêt à signer un accord entre les Chinois et Trump. C'est pour ça que la procédure de destitution de Trump est très importante, parce qu'elle peut pousser les Chinois à attendre. Voilà. Ils le savent affaiblis, ils peuvent se dire, bon, bah, on va attendre le 3 novembre 2020, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ont quand même plutôt intérêt, parce que la conjoncture, c'est quand même pas terrible en Chine actuellement. Donc, il ne faut pas oublier que depuis 18 mois, ils ont multiplié les mesures de relance, à la fois monétaires, budgétaires, réglementaires, et qui s'en tiennent à peine à moins de 6. Donc, de toute façon, ils y ont quand même plutôt intérêt. Si on a un accord minimal, que la conjoncture, grâce aux baisses de taux et aux relances budgétaires qu'on voit ici ou là, se stabilise, je n'ai pas dit remonte, se stabilise, vous pouvez encore avoir une certaine hausse du marché action américain. Le bull market n'est pas mort, nous dit Jean-Pierre Petit, même s'il faut s'attendre à avoir moins de rentabilité que par le passé, ça c'est normal. On finit là-dessus, mais tous les experts me disent, et vous me direz sur la même chose, que
Et si les actions montent, c'est par défaut, parce que le reste est trop valorisé, on ne rapporte plus rien. Et on se dit effectivement, pardon de parler, je ne dirais pas le mot sain ou pas sain, mais quand on a un marché action qui monte pour de mauvaises raisons, parce que. Ça ne veut rien dire de mauvaise raison. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Bah, Parce que le rendement, parce qu'il y a les dividendes, il y a le rendement, il y a. Voilà. attention, ce n'est pas un argument pour acheter. Moi, il y a un moment dans la location d'actifs où l'objectif principal, ça doit être de préserver la stabilité du capital. Donc s'il faut passer au cash, il faut passer au cash. Ça, moi, si j'étais convaincu que le marché action serait durablement baissier, je passerais plus nettement dans le cash, sachant que je suis surpondéré sur le cash aussi. Je suis prudent, hein, vous savez, je vous dis que la probabilité la plus forte, c'est que le marché haussier n'est pas totalement terminé aux États-Unis, mais moi j'ai une position stratégique neutre sur les actions. Je ne suis pas bull, je ne suis pas particulièrement optimiste. Je suis prudent, mais je considère qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner un petit peu d'argent, il faut mieux encore conserver une position neutre. L'espérance de rentabilité ajustée du risque a considérablement baissé pour la classe d'actifs actions mondiales. Ça, c'est indéniable. Mais vous venez de le dire vous-même, l'espérance de rentabilité ajustée du risque des obligations, du crédit, des matières premières, du change est également très, très compliqué. Gagner de l'argent va être très compliqué. Voilà, on en parlera tous les mois avec Jean-Pierre Petit qui passera nous voir tous les mois ici sur Boursorama, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci beaucoup. À bientôt.